la question est très très opportune. Pourquoi le mot résident? Déjà, avant même de parler du cloud résident, du cloud distant, on va parler déjà du cloud. Qu'est-ce que c'est que le cloud? Parce que je suis convaincu que dans le public, il y en a qui ne comprennent pas encore comment qu'est-ce que c'est que le cloud. Alors le cloud, c'est une solution qui permet d'externaliser ses ressources informatiques sans avoir besoin d'investir forcément dans du matériel, dans son infrastructure locale. On va dire des éléments qui ont boosté le cloud, c'est, vous vous souvenez de la pandémie de Covid, où pendant 3 mois, il fallait travailler à distance, et naturellement, si on n'avait pas de solution cloud pour travailler depuis la maison, on aurait eu plus de dégâts avec ce qui s'est passé. Alors, cloud résident, avec Covid, on a commencé à travailler à distance et toutes nos données se retrouvaient à l'extérieur. Et aujourd'hui, comme l'a dit la directrice dans son discours, nos données également aujourd'hui sont de l'or. Donc notre or aujourd'hui est stocké, on va dire, à l'extérieur, est transporté certes rapidement grâce à Internet, mais elle est stockée, elle est consultée, elle est transformée à l'extérieur. Et aujourd'hui, justement, on veut pouvoir stocker notre or, nos informations en local. Et c'est ça le challenge du cloud résident, avoir toutes nos données chez nous. Personne ne sait nous dire aujourd'hui où se trouve son mail Yahoo, son mail Gmail, mais nous, puisqu'on héberge, on sait vous dire où est-ce que vous pouvez trouver vos données qui sont stockées dans un environnement en Côte d'Ivoire, mais dans des conditions conformes aux standards internationaux et qui ne sont d'aucune limite, on va dire, technologique. Voilà. Merci. Monsieur Casio, monsieur Baudra, avez-vous quelque chose à ajouter? La seule chose que je peux dire, en fait, par le cloud résident, c'est de dire que considérez, par exemple, vous avez tous votre email Google, donc Gmail, considérez que dorénavant, elle est disponible à Abidjan. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter que c'est un fait très important aujourd'hui, puisque je pense qu'on parle de la notion de souveraineté. J'ai apprécié de voir un peu le mot résident. Il faut résider d'abord dans la souveraineté. D'accord. La souveraineté, c'est un concept plus stratégique, plus, je dirais, national, on va dire, par rapport à d'autres facteurs, je dirais, au niveau de l'administration publique et des intérêts souverains des États. Mais il faut d'abord résider avant de parler de souveraineté. Donc, le fait de parler de résidence des infrastructures qui vont abriter nos contenus, nos données, on pourra ensuite regarder les aspects de souveraineté qui revêtent autre chose que l'infrastructure. Voilà, donc pendant les échanges, on pourra apporter des précisions. Merci, merci. Alors, en ce qui concerne les entreprises ivoiriennes, est-ce que les entreprises ivoiriennes sont-elles prêtes à accueillir un cloud résident? Allez-y, monsieur Casio. Je pense qu'aujourd'hui, tous les éléments participent à la mise en œuvre de ce genre de solution. On a un point d'échange géré par la RDCI. Donc, on a la garantie que tout le trafic restera en local. On n'a plus besoin d'aller sur Internet hors de la Côte d'Ivoire. Deuxième élément, il y a beaucoup de data centers et il y a Axio qui est le partenaire en la matière de Ombra. Donc, on a des sites pour héberger nos données et je pense que ce qui manquait un peu, c'était vraiment cette offre de Cloud Manager. Donc, on a vraiment tous les éléments pour qu'on puisse avoir des coûts faibles en termes de cloud au niveau national, avoir de la performance dans le traitement de nos informations et puis avoir ce que le DG a dit, souveraineté et sécurité qui vont s'accompagner. Donc le thème même du panel, on n'est plus à une forme de mythe, on est dans le réel. Et ce réel-là vient apporter une solution à toutes les entreprises présentes en Côte d'Ivoire. Le seul élément qui va être très important, c'est les coûts. C'est ça qui fait la différence. Si je suis une start-up, et j'aime bien prendre l'exemple des start-up, parce que les start-up numériques, ce sont elles qui vont rapidement avoir besoin de solutions de cloud, pour à minima héberger un site internet, héberger des applications. Donc, si les coûts sont plus faibles que les hyperscalers internationaux qu'on connaît, je pense qu'on a tout gagné et on s'inscrit pleinement dans la vision du ministère d'avoir une souveraineté numérique totale. Merci. Allez-y, monsieur. Alors, moi, j'ai envie de poser la question plutôt inversement. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on est prêt pour que les entreprises nous fassent confiance?
C'est inversement que je pose la question. Et j'ai envie de répondre oui, parce que les entreprises aujourd'hui n'ont plus vraiment le choix. Les législations, la conformité commencent à exiger, ça devient une exigence. Et les entreprises, justement, étaient face à un dilemme. Je dois avoir mes données ici, mais je n'ai pas d'offre, je n'ai pas d'opportunité. Donc aujourd'hui, oui, elles ont le service, et oui, elles vont avoir confiance à ce service-là, et elles seront disposées à localiser les données en Côte d'Ivoire. Monsieur Conan. Oui, les coûts sont, pour rejoindre un peu mon collègue panéliste, les coûts sont relatifs, j'allais dire en fait. C'est proportionnel un peu à les environnements distincts, mais il y a des exigences au niveau réglementaire, effectivement, qui enjoignent. Aujourd'hui, le fait coercitif n'est pas encore, je dirais, consacré. Obliger les entreprises qui hébergent à l'étranger de le faire ici, bien que la loi existe. Donc l'infrastructure est disponible, les expertises sont là, les plateformes sont disponibles. Et ce sont les mêmes plateformes, les mêmes performances, voilà, les mêmes développements qui sont faits. Et que donc, c'est une question maintenant de confiance. Voilà, de confiance en ce que nous faisons. J'aime bien utiliser souvent le mot patriotisme numérique. Voilà, il faut que, voilà, nous sommes de patriotisme identitaire, mais nos données font partie de notre patriotisme. Voilà. Donc, on ait confiance en nous-mêmes, on ait confiance dans les experts qui ont été formés au niveau national, dans les compétences locales et dans les infrastructures qui sont du matériel et du bâtiment et du physique et qui peuvent être administrées avec la même expertise internationale. Et donc cette confiance-là, je pourrais dire qu'elle doit exister puisque les experts sont là, dans la salle, sur le territoire ivoirien. Il faut leur faire confiance, il faut faire confiance aux mêmes infrastructures qui respectent les mêmes normes, voilà, les normes internationales. Et d'ailleurs, je pense qu'en la matière de normalisation, la Côte d'Ivoire quand même occupe une position assez majeure en termes d'avancée de normalisation. Donc cela pourrait rassurer les partenaires, les entreprises de pouvoir héberger au local. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne de manière pratique, quels sont les secteurs d'activité où le besoin se fait vraiment sentir? Finance, voilà. On va commencer avec... allez-y. Ok, merci pour la question. Alors, nous, historiquement, on faisait du cloud, on va dire classique, avec tout type de clients. Et les clients chez qui la normalisation ou les contraintes en termes de conformité deviennent de plus en plus pressantes sur la localisation des données. Toutes les entreprises médicales, en fait, qui ont des informations médicales, les SGI, le secteur bancaire, et voilà, la RTCI justement pousse pour que tout ce qui est conformité en termes de respect des données à caractère personnel, tous ceux qui vraiment manipulent de gros volumes de données à caractère personnel puissent les localiser en Côte d'Ivoire. Donc j'ai envie de dire toutes, mais il y en a qui ont des conformités à respecter et qui exigent cela. Monsieur Cazio, allez-y. Comme il a eu le dire, je pense que principalement c'est le secteur bancaire qui a des contraintes réglementaires fortes. Et puis il y a aujourd'hui tout ce qui est domaine médical. Et puis, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une structure qui, dans le cadre de son partenariat avec une structure internationale, avait besoin d'avoir ces données qui soient résidées en Côte d'Ivoire parce qu'il faut être conforme à la réglementation en matière de protection de données à caractère personnel. Donc, le secteur financier thrive, mais je pense aussi que tout ce qui est le secteur aussi, je veux dire les startups de façon générale aussi, va conduire la mise en œuvre de ce genre de service-là. Toutes les entreprises devraient être intéressées et, je dirais, trouver l'opportunité. La finance, effectivement, vu que le régulateur central du secteur financier a déjà enjoint un certain nombre de règlements, le régulateur du secteur de la communication électronique, donc de télécom, a déjà aussi mis certaines règles en place. Donc, corrélativement à ces différentes réglementations, je pense que tous les secteurs d'activité sont intéressés. C'est vrai que le secteur bancaire a une primauté du fait qu'ils sont déjà sous pression du régulateur central. Mais toutes les entreprises sont également intéressées à héberger localement. Il y a une matière à faire pour pouvoir les inciter. Il y a une incitation, je dirais, en termes de sensibilisation et de motivation à pouvoir héberger en local. Ce qui était fait à l'étranger se fait aujourd'hui. Comme le collègue panéliste l'a dit tout à l'heure, pour revenir sur ce point, le point d'échange national se dynamise. Voilà, il se dynamise. J'étais panéliste la semaine dernière sur une conférence sur le peering national. Ils ont été multipliés par 9000 depuis la création. Je veux dire, de quelques mégas aujourd'hui à plusieurs gigas, et maintenant ils veulent passer à 10 fois plus. Donc plus la confiance va grandir,
et plus ces acteurs-là pourront héberger localement. Tout cela fera partie composante des coûts qui seront réduits, puisque le trafic sera local. Et donc, c'est très aisé pour ces entreprises-là, quelques secteurs que ce soit, notamment les PME qui n'ont pas de grosses infrastructures, qui souhaiteraient héberger des services. Et voilà, je pense que les services financiers, notamment la taxation, la gestion générale des impôts, impose donc la facturation numérique. Voilà, donc même qu'ils sont un TPE, un commerce, un indépendant, nous sommes obligés d'avoir une petite plateforme comptable. Donc le cloud répond, je dirais, favorablement à ces milliers, ces centaines de milliers d'entreprises qui ont besoin d'avoir une facture numérique, donc une comptabilité en ligne, voilà, pour permettre de pouvoir dynamiser les activités aussi. Je vais faire un adjectif. Je pense qu'on se souvient tous de l'incident des coupures des câbles Internet au niveau de la connexion internationale. Et je pense que cet élément-là a convaincu la plupart des acteurs à avoir des solutions locales. Je me rappelle bien, tous ceux qui avaient leurs applications hébergées hors de la Côte d'Ivoire n'arrivaient pas à fonctionner. Et il y a un directeur de cabinet qui me disait qu'il a fallu prendre, même la messagerie même ne marchait pas, il a fallu prendre un document, mettre une clé USB, prendre un chauffeur, envoyer en urgence au plateau pour que le ministre puisse avoir les éléments pour faire sa réunion. Donc, comprenez tout l'enjeu d'avoir ce genre de service-là en Côte d'Ivoire. Et je le redis, on a tous les éléments aujourd'hui pour que ce soit une réalité. Alors, vous avez évoqué un point très important, ce qui concerne le coût. Quand on parle de performance, il faut quand même mettre la main quand même à la poche. Pour les PME, vous avez évoqué tout à l'heure le cas des start-up et de les petites et moyennes entreprises. Qu'en est-il réellement? Parce qu'il y a la performance, il y a le coût. Comment trouver le meilleur équilibre? Bon, je pense que c'est ceux qui vendent le service qui designent bien le coût, mais ce que je peux dire en tant que régulateur, donc en tant qu'acteur de gouvernement, le point de change est un élément important pour la réduction des coûts. Donc le trafic n'a plus besoin de transit international. On a donné des accords pour qu'il y ait plusieurs data centers et je pense que le coût de la connexion aussi Internet a considérablement chuté. Et puis comme la demande va crescendo, je pense qu'on peut facilement offrir des coûts. Et pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 semaines, on était lors du Peering Day national et on disait qu'il faut mettre le programme Startup Cloud Connect. L'idée étant de dire qu'on doit pouvoir avoir en Côte d'Ivoire des offres de services cloud qui puissent concurrencer les prix des hyperscalers à l'étranger. C'est-à-dire que je suis une start-up, si je regarde un peu sur Internet, il y a déjà des coûts d'hébergement autour de 1 000 francs à 2 000 francs CFA mensuels. Donc, si je peux avoir une offre de ce genre d'offre-là ici, j'ai plus de raison d'envoyer mes données ailleurs. Donc, je pense que c'est aux acteurs de proposer ces tarifs-là avantageux. On peut faire on va dire de la discrimination positive pour dire, bon, surtout qu'aujourd'hui, on a le Startup Act, donc il y a une labellisation des startups, il y a une classification qu'on peut faire des différents types d'entreprises, publiques comme privées, en fonction de la taille de leur capacité. Donc, on peut avoir une segmentation des prix pour toucher tous ceux qui n'ont pas forcément tous les moyens. Mais je me dis que c'est un acte pour développer l'innovation numérique en Côte d'Ivoire. Et ça, si on le fait, je pense qu'on aura tous à gagner. Si quelqu'un, avec son mobile money, peut avoir un abonnement cloud rapidement avec une messagerie, un nom de domaine, surtout que le nom de domaine vendu par le point CI, c'est 5 000. Donc c'est sur l'année. Donc je veux dire, on a vraiment tout pour réussir cela en fait. Donc on compte sur Ambra pour avoir des tarifs très avantageux. Okay. Bon, en matière de coût, je ne suis pas toujours à l'aise pour débattre parce que le coût il est relatif. Il est relatif et il faut faire attention aux coûts faibles affichés qui cachent, on va dire, les coûts cachés. Je prends un exemple simple, est-ce qu'un véhicule coûte cher? Ça dépend de ce qu'on cherche comme véhicule, ça dépend du confort qu'on veut, ça dépend de la qualité qu'on veut, ça dépend de tout ce qu'il y a comme conformité, sécurité. Et plus
on ajoute des couches pour renforcer la solution et plus naturellement, elle va coûter un peu plus cher. Donc je pense que la solution c'est s'adapter à tout type de clients, à ceux qui veulent, le minimum possible, à ceux qui veulent les plus grosses capacités. Je prends un exemple, celui qui demande un véhicule neuf et qui ne veut pas de véhicule climatisé. Moi, j'en veux pas, je vais baisser les coûts, je veux un véhicule non climatisé. Mais 2 mois après, qui demande qu'on installe la clim. En fin de compte, il payera plus cher que celui qui a acheté un véhicule neuf avec la clim intégrée. Donc, il faut faire vraiment attention au coût. Il faut vraiment bien mesurer son besoin. Et je pense qu'on sait accompagner les clients à ce niveau-là pour leur donner ce qu'il leur faut au moment où ils font la demande. Donc, ils vont payer en fonction de leur croissance et évoluer. Moi, j'ajouterais à cela un peu la mutualisation. Bon, nous sommes un espace commun, c'est-à-dire un guichet unique technologique, on va dire, le data center. Nous avons des racks, de l'énergie, de la sécurité, que chacun pourrait construire son data center, c'est vrai. Mais il est important de le mutualiser parce que ça fait des coûts, il y a des coûts d'opération qui sont un peu élevés également. Donc ça permet de réduire les coûts en centralisant un acteur comme Ambra, qui est présent, qui est à l'intérieur du centre de données, qui pourrait servir plusieurs autres acteurs. Une première chose. Deuxième chose, côté marché, notamment les startups dont on parle, et les fintech, peuvent se regrouper en, ce que j'ai dit ma dernière intervention, en coopérative. Enfin, une forme de coopérative de GIE, et viendraient prendre des espaces en groupe, morcelés, comme on le fait dans le marché des matières premières, et venir acheter un espace commun sur Ambra Cloud qui coûterait moins cher en détail. Parce que quand on va à l'échelle, c'est moins coûteux. Voilà, si je vais prendre un petit bout, je prends plus gros, j'ai la possibilité de pouvoir morceler un camion de 40 tonnes pour faire l'image et qui pourrait avoir des compartimentages moins coûteux que si chacun louait son camion de 10 tonnes. Voilà. Donc c'est plus simple de prendre un service en commun, en GIE, aux startups de prendre dizaines de racks, vingtaines de racks, de prendre plusieurs machines virtuelles, de prendre plusieurs espaces de cloud et de pouvoir les distribuer. Parce que la compétition résiderait sur les services individuels qui seront vendus, non pas sur l'espace d'hébergement en lui-même. Donc il reviendrait aussi de faire un jeu économique au niveau des startups, leur expliquer un peu ces enjeux et puis leur permettre de pouvoir morceler. S'ils viennent individuellement, peut-être que les coûts seraient peut-être pas abordables de premier abord, sauf en cas de démembrement de certaines options. Mais s'ils viennent en groupe, oui, il y a un avantage compétitif qu'ils peuvent gagner parce que chacun irait compétir sur son marché individuellement. Comme quoi, l'union fait la force. Voilà. À ce niveau, je vous demande d'ovationner pour nos panélistes. Ne vous en faites pas, cher public, dans quelques instants, vous aurez l'occasion bien sûr, poser toutes vos questions à nos panélistes. Mais avant, on va rester avec M. Conan, d'abord dans un premier temps. Selon vous, quels sont les obstacles? On parle vraiment de coûts, de performance, mais quels sont les obstacles actuellement dans le climat numérique ivoirien pour le déploiement du cloud résident? Et je pense qu'il faut plus de capacité d'interconnexion. On parlait du point d'échange national. Aujourd'hui, le point d'échange est à 10 gigas, un peu plus. Je pense que 100, 200 gigas, je pense que c'est la vitesse de transmission aussi à interconnecter entre les points d'échange, et qui est un facteur important. Donc, il y a une résilience à assurer en termes de connectivité. Nous avons un grand marché de connectivité. Nous avons 35 000 km de fibre optique si on prend tout ce qui est tous les opérateurs et le réseau national au débit. Mais il faudrait quand même, vers les points d'échange, assurer cette résilience-là et pourquoi pas démultiplier les points de présence également, comme c'est le cas du programme du ministère. Voilà, démultiplier les points de proximité qui vont réduire, comme cela se fait dans les réseaux IP. On a créé des POP IPN, PLS dans les régions qui permettent de pouvoir soulager la connectivité, la transmission, plutôt de quitter, voilà, comme je mets un marché à Korogo, un marché à Danané, c'est plus simple que de prendre son véhicule pour aller jusqu'à Ouaké ou à Abidjan et d'acheter. Donc tout ça, cette décentralisation des nœuds de connectivité permet de soulager un peu les coûts. À augmenter la performance aussi, puisque plus qu'on est proche de la source de connectivité, c'est important. Donc augmenter décentraliser et augmenter les points de connexion et les réseaux de transmission. Pour moi, c'est un point important dans un premier temps. Voilà. Maintenant, ensuite, on peut parler d'autres facteurs d'accompagnement réglementaire.
facteurs d'accompagnement réglementaire. Comme je disais, pour accélérer la croissance, il faut qu'il y ait un encadrement de sécurisation. C'est qu'il y a un grand programme de l'Agence nationale de sécurité et services de systèmes d'information qui est en cours, qui permet aussi de créer cette sécurisation des transactions et des flux d'informations qui se passent autour du cloud. Donc ça aussi, ça va rassurer les acteurs et permet de pouvoir accélérer leur participation à cet écosystème moderne. Voilà, donc c'est un élément réglementaire qui est en cours, qui probablement va s'accélérer, et le côté d'infrastructure. Je pense que tous ces facteurs-là mis ensemble vont contribuer un peu à faire réduire les coûts et accélérer aussi la performance. Merci beaucoup, M. Conan. Puisqu'on aura l'occasion tout à l'heure d'entendre l'avis du régulateur, on va garder l'avis du régulateur en dernier. Mais avec vous, M. Akpa, quelles sont les difficultés? J'ai envie de dire que les difficultés sont du fait qu'on n'a pas toute la chaîne de valeur pour monter un cloud en Côte d'Ivoire. On a la chance d'avoir Axio. Pour ceux qui auront l'occasion, allez visiter le data center de Axio. Je dis toujours à ceux qui n'ont pas confiance en nos solutions cloud de juste aller partir visiter le bâtiment. Vous aurez une autre expérience de ce qu'on est en train de parler actuellement. Donc, premier facteur, les serveurs, les ressources qui permettent de faire le data center au-delà même du bâtiment qu'on n'a pas en local. Il faut importer. Donc, si on est un champion national qui peut monter à ce niveau, avoir du matériel qui est fabriqué, qui est produit en Côte d'Ivoire, ce serait vraiment, vraiment bien. Pour moi, c'est le premier facteur. Quelques petits problèmes de connectivité quand même qui sont en train d'être traités par les différents opérateurs. Parce que sans connexion Internet, on ne peut pas parler de cloud. Plus le coût d'Internet aussi va baisser, va être disponible, plus le cloud va être une option ou même une exigence pour les utilisateurs. Et puis, j'ai envie de dire, ce volet sociologique où on n'a pas forcément confiance à ce qu'on fait. J'ai une petite anecdote que j'ai vécue lors d'un voyage à l'île de la Réunion. Les Réunionnais, c'est un territoire d'haute mer et ils sont des Français. Donc, ils ont l'Hérault, vous êtes en France, mais à 12 km à 12 heures de vol de Paris. Et ils sont tellement français qu'ils veulent forcément les produits de la métropole, comme ils disent de la France. Donc, c'est un pays tropical, ils produisent la mangue, mais ils écrivent la mangue de France. Et ils vendent 2-3 fois plus cher. Et à un moment donné, ils ont monté un concept en 2017, ils ont appelé Nous l'a fait. Ils ont transformé en label pour dire c'est nous qui l'avons fait. En créole, ils disent Nous l'a fait, c'est nous qui l'avons fait, et c'est devenu une fierté nationale. Et tous les produits nationaux, justement, portaient ce label-là, étaient encadrés pour délivrer des produits de qualité. Et justement, ça fait un sursaut national, ça a boosté les productions locales, la consommation locale. Et naturellement, il faut qu'entre Ivoiriens, on puisse se soutenir, qu'on ait confiance. Et éventuellement, quand on a un compatriote qui a une initiative, on estime qu'il y a des limites, il faut plutôt voir comment l'accompagner et non comment le décourager pour mieux faire. Donc il y a ce volet sociologique où il faut qu'on se fasse confiance également. Voilà. Merci. Je pense que le régulateur a été interpellé indirectement, mais bon, on vous écoute. Donc si je reprends la question, c'est quelles sont les principales difficultés pour le déploiement du cloud résident. Okay. Donc, je me dis la première difficulté, c'est pour le déploiement, c'est la volonté. Donc je pense qu'Ombra a eu cette volonté de proposer du cloud résident. Donc maintenant pour l'utilisation, je dirais que c'est la sensibilisation et la confiance. La confiance, c'est des strates successives, c'est des actions quotidiennes et régulières. L'exemple qu'on aime donner souvent, on dit si vous prenez un enfant, que vous le lancez, s'il ne pleut pas, c'est parce que personne ne l'a laissé encore tomber. Donc, il est confiant que vous allez l'attraper. Donc, Ombra doit faire ses preuves pour démontrer qu'ils ont la capacité de garantir la sécurité, la haute disponibilité des données qu'ils auront à traiter, même avec les plus petits clients. Donc, une fois que cela sera démontré, parce que c'est effectivement quelque chose d'assez nouveau, je pense que le bouche à oreille ou bien les résultats pourront facilement convaincre les autres acteurs. Et mon appel, c'est de dire, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce besoin-là, à commencer par les startups, par certaines entreprises publiques. Donc, plus vite il y aura des cas d'usage réels auprès d'Ombra,
plus la sensibilisation se fera et les autres acteurs viendront. Et tous les éléments sont réunis. On a dit qu'on a le point de change, les capacités vont être augmentées. Au niveau du régulateur, on a l'ambition de transformer ce point d'échange, non pas en un point d'échange régional, c'est-à-dire qu'on va dépasser la frontière de la Côte d'Ivoire pour être l'un des points d'échange majeurs de la sous-région, et voire même un peu plus de l'Afrique. Parce qu'on a conscience que plus le point d'échange est fort, plus les acteurs viendront, et ça va créer un cercle vertueux de développement économique, de maîtrise de nos données, etc. Et derrière, maintenant, nous, en tant que régulateurs, on va accompagner ces initiatives avec la conformité réglementaire. Voilà. En tant que régulateur télécom, c'est le levier de la prise de données personnelles qui va être mis en jeu pour s'assurer que tous les acteurs des clouds résidents sont conformes à la réglementation. On essaiera même de regarder s'il faut des dispositifs particuliers. Mais la loi aujourd'hui considère ce genre de services comme des fournisseurs de services numériques dans la grande vague. Donc, il y a une forme d'autorisation légale qui existe, de contrôle qui va en suivre pour faciliter l'adoption de ce genre de services-là auprès de toute la population. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Dabadi, associé au sein du cabinet de conseil Marabout et fondateur de la start-up ivoirienne Finaptic, qui fait du rapprochement bancaire automatisé par IA. Quel est le dispositif que vous avez mis en œuvre pour assurer la disponibilité des données? Parce que forcément, si les données sont stockées chez vous et qu'on n'a plus accès aux données, comment on fait? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus en détail ce dispositif? Merci. Le cloud, c'est un moyen de redondance à la connexion Internet. C'est le premier levier. Ensuite, nous avons plusieurs zones de disponibilité dans l'architecture qui est mise dans le cloud. La réglementation générale est sous-régionale. Vous pouvez, tant que vous êtes dans la région, dans la zone UEMOA, vous êtes conforme. On peut vous proposer des nœuds dans d'autres pays de la région avec la haute disponibilité en plusieurs machines. Mais ça génère naturellement des coûts supplémentaires pour le client. Donc vous voulez être entièrement, hautement disponible. Vous avez une machine ici, une machine au Togo par exemple, qui réplique quand la Côte d'Ivoire ne fonctionne plus, bien que la Côte d'Ivoire soit répondée, ce qui arrive assez difficilement parce qu'il y a plusieurs briques d'opérateurs télécoms derrière pour assurer la haute disponibilité. Donc, si la Côte d'Ivoire par extraordinaire coupe, vous pouvez démarrer automatiquement Togo. Donc si vous n'êtes pas hautement disponible, il y a quand même des sauvegardes, un service de sauvegarde qui est fourni, sauvegarde qui peut transiter par le cloud et retomber sur l'OME quand la Côte d'Ivoire est complètement down. Je suis Nancy Degré-Goulet et ces dernières années, j'ai appuyé le secteur privé de la santé à l'échelle régionale et aujourd'hui, je viens vers vous en tant qu'appui au niveau du secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire. Et j'ai trois petites questions un peu naïves, si je peux dire. Tout à l'heure, on a parlé des secteurs. Je crois qu'on a parlé notamment des finances et même du domaine médical aussi. Mais c'est vrai qu'on a le patriotisme numérique, mais au niveau de la santé, qui est un secteur assez sensible, on est obligé d'être sûr de certains points réglementaires, etc., avant de se lancer. Et ma première question, c'est de comprendre comment est-ce que Ambra Cloud pourrait éventuellement appuyer le secteur privé de la santé s'il était intéressé de digitaliser ces données. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour pouvoir, disons, migrer ces données-là dans un système digital de cloud? Ensuite, la deuxième question, c'est, je pense que ça a été un petit peu couvert tout à l'heure, mais je voudrais mieux comprendre par rapport au cadre juridique ou réglementaire, parce que c'est un peu sensible pour les données des patients notamment. J'ai cru comprendre qu'il y a la réglementation qui est en cours. Donc comment est-ce que c'est le moment pour le secteur de la santé de se lancer là-dedans, sachant qu'il y a de la réglementation qui est en cours encore. Et ma dernière question, c'est par rapport à la géographie. Donc au départ, quand on expliquait pourquoi Ambra Cloud, ce qui était mentionné, c'était notamment le fait que c'est local, mais c'est vrai que en local, on a nos réalités aussi. Pour peu que je sois, je ne sais pas, au fin fond de la Côte d'Ivoire et qu'il pleuve ou qu'il y ait un problème de réseau, en quoi est-ce que ça pourrait éventuellement
être un frein, un blocage. Je pense par exemple à la santé communautaire dans un village assez éloigné, par exemple. Merci. Dans la prestation ou dans le service qui est fourni, justement, il y a cet aspect migration, ce qui est naturel. Vous n'allez pas abandonner vos données qui existent déjà. On les rapatrie là où on vous offre le produit. Que vous les ayez dans vos bureaux ou sur un cloud, on va dire classique, on sait vous les rapatrier sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous voulez qu'on vous accompagne pour digitaliser carrément vos processus. Okay. Exactement. Okay. Exactement. Alors, on Cloud s'appuie sur des partenaires stratégiques justement qui ont l'expérience en la matière. Donc, une étude va être faite, on va décliner toutes vos diligences, vous montez un projet en bonne et due forme et designer votre besoin et le produit. Et naturellement, Cloud vient en bout de fil juste pour l'hébergement. Donc, c'est tout un autre projet qui ne va pas être forcément porté pleinement par Cloud, mais qui saura vous diriger vers une ressource capable de le faire. Commencer par la connectivité. Donc je pense que l'État ivoirien a l'ambition de couvrir tout le territoire national à 100%. Donc il y a eu dernièrement des autorisations d'utilisation de connexion Internet par satellite qui va aider à couvrir le dernier miles, les zones qui sont très reculées. On n'a pas pu déployer la fibre optique. Donc je lui dis qu'on est, selon les chiffres en termes de couverture, je pense qu'on est déjà au-delà de 90%. Voilà, donc ces derniers 10%-là, l'État considérablement mis les initiatives avec le projet de réseau national haut débit pour les zones rurales. Donc pour toucher toutes ces dernières populations dans ce centre médical qui est derrière Koneka, si je peux le dire ainsi, au fin fond tout caché, qui puisse être attaché à Internet. Et en plus, derrière, il y a toute une amélioration de la qualité des services qui va s'en suivre. Donc ça, c'est vraiment pour les questions de connectivité. Je pense que le gouvernement ivoirien, avec le président à la tête, est très, très regardant sur ce sujet. Et ça fait partie de l'un des piliers même du nouveau ministre de notre secteur. Maintenant, sur la question réglementaire, aujourd'hui, il n'y a pas encore de cadre juridique spécifique à la digitalisation de la santé. Voilà, c'est en cours. Je sais qu'au niveau du ministère, il y a le projet on va dire, du système de santé publique, système d'information de santé publique qui est bien avancé. Et normalement, l'ordonnance sur les échanges entre l'administration et les usagers oblige qu'il y ait un cadre, un texte de loi qui soit pris avec l'avis de l'autorité de protection pour s'assurer que tous les éléments soient faits. Mais si je m'appuie sur l'architecture réglementaire existante, c'est-à-dire que la loi sur les petites données personnelles, la loi sur les transactions électroniques avec la loi de l'ANSSI, elle englobe des exigences qui s'appliquent au domaine de la santé. Si je prends de façon spécifique les données à caractère personnel, les données de santé rentrent dans la catégorie des données sensibles. Donc il y a un ensemble d'autorisations qu'il faut avoir. Et clairement, s'appuyer sur un cloud résident est une exigence qu'on ne peut pas transcender. Voilà. C'est vraiment une exigence obligatoire parce que les données de santé, c'est des données très très sensibles. Et dernièrement, je discutais avec un directeur qui est responsable d'un centre de recherche et il disait qu'il a des chercheurs qui manipulent les données de santé. Ils font des tests cliniques pour savoir si tel vaccin a eu l'effet escompté auprès des différentes populations. Et il dit qu'il ne peut pas se permettre de faire appel à des puissances de calcul hors de la Côte d'Ivoire. Et j'étais là lorsqu'il a appelé le responsable du Centre national de calcul ivoirien pour dire est-ce que tu as de la capacité pour moi? Parce que pour ce que je dois faire, je ne peux pas le faire hors de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais dire que la loi est très claire dessus. Donc on espère que le gouvernement ivoirien prendra pour la santé quelque chose de spécifique et peut-être qu'il y aura demain un label sur l'e-santé par rapport à ce genre de service. Merci beaucoup. Allez. Juste un petit additif. Je crois que mon ami Ben Souda a levé la main. Je voulais faire un clin d'œil pour dire qu'il y a des acteurs des cabinets
cabinet spécialisé, Marabout par exemple, qui fait l'accompagnement dans tout ce qui est digital ou dans tout l'accompagnement stratégique aussi. On peut accompagner un processus de digitalisation et la mise en œuvre opérationnelle pour être assurée par Cloud. Au niveau de la connectivité, je voulais juste, parlant des données numériques, la réglementation, je voulais dire qu'il y a quand même une directive, puisque cette semaine, il y a eu le forum de Intech Santé, et ça a été évoqué dans le forum qu'il y a une directive, notamment tout ce qui est transfert et traitement des données de santé, qui sont des données sensibles, effectivement, ne sont faits que sous autorisation. Voilà, dans tous les, sous autorisation, parce que, et pour un usage de préserver la vie humaine, sauf dans ce cas précis que ce transfert est faisable, avec des justificatifs, bien sûr. Donc, je veux dire qu'il y a une loi, probablement, ou des textes qui sont en cours, qui peut-être ne sont pas encore publics, mais l'État a commencé à regarder ces données avec beaucoup de... Puisqu'on parle de digitalisation, il y a même une direction de la digitalisation au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction qui est spécialisée dans la digitalisation. Donc, c'est des éléments qui sont déjà pris en compte, c'est la mise en œuvre et la publication, peut-être la vulgarisation de ces informations qu'il faudrait peut-être vérifier, en fait, en soi. Voilà. Présentez-vous, Hussein Bensouda, associé au cabinet Marabout. Donc, on a beaucoup rêvé de ce cloud souverain. Là, aujourd'hui, c'est une réalité, le régulateur a fait. Mais ma question, justement, parle de connectivité avec Starlink, avec des nouvelles solutions satellites qui arrivent aujourd'hui. Et il y a 2 ans, on en parlait avec le régulateur qui est en train de regarder la pertinence même de Starlink. Et j'ai juste posé cette question simple. Starlink avait été accepté en France, au Sénégal, dans les pays alentours. Il faut qu'on arrête à un moment donné, auprès du régulateur, d'être les champions du monde. Il faut juste qu'on regarde à côté. On revient de Vivatech, par exemple. Il y a des avancées majeures qui ont été faites. Ils ont des clouds souverains en France, mais au-delà de ces clouds souverains qui existent en France, on a la possibilité d'utiliser des clouds hors de la France. On a vu le Pentagone qui a lancé un appel d'offres pour un cloud souverain dans le monde entier. Andra Cloud aurait pu soumissionner pour ce cloud-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Andra Cloud a mis en place un cloud souverain qui est très intéressant pour la Côte d'Ivoire, qui permet aujourd'hui de respecter cette réglementation-là, mais aussi il faut laisser ces technologies, ces nouvelles technologies émergentes pouvoir être utilisées un peu partout. Parce qu'Andra Cloud, je crois que son ambition, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est un peu partout en Afrique pour pouvoir s'exporter. Donc, c'est il est là pour encourager. Et le régulateur, il est en application des lois qui ont été établies par la législation en la matière. En tant que régulateur, on est en mise en application du cadre réglementaire. Et malheureusement, je veux dire, et en plus, on est un peu un arbitre et il y a différents acteurs. Il y a les consommateurs, il y a les acteurs techniques et il y a le gouvernement. Donc, on essaye dans la réussite de notre mission, de satisfaire toutes ces parties prenantes. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on va... le dossier Starlink, il a pris du temps parce qu'il faut réfléchir, il faut regarder ce que le cadre dit. Donc, en son temps, le cadre n'avait pas tous les éléments qui permettaient de faciliter l'arrivée de cet acteur. Je pense que avec la nouvelle loi sur les communications électroniques, ces choses-là ont été faites. Donc, c'est des sujets qui demandent souvent beaucoup plus de travail que juste copier ce qui se fait ailleurs et le lancer directement. Voilà. C'est même pour ça que je pense que si je prends l'acteur en la matière, il a eu 2 autorisations d'1 an. Voilà. Une première fois déjà pour voir comment il se positionne. Une deuxième fois encore pour regarder un peu plus en détail parce qu'il y a beaucoup de compliance qui s'ajoutent. Voilà. Donc, désolé peut-être pour le temps que ça peut prendre, mais comme je dirais par exemple que on dit quoi, conscience sans conscience n'est que l'une des larmes. Je pense que sans conscience n'est que l'une des larmes. Je pense que l'innovation sans un cadre réglementaire aussi peut nous pousser à de graves crises. Merci. Donc, ayons pleinement confiance. Pour tout ce qui est agilité, je pense que c'est une filiale d'Agili, donc ça va dans le sens. Tout ce qui est agilité, flexibilité, souplesse, faites confiance donc à cette souplesse et cette agilité du marché. Et c'est des discussions sur mesure qui pourraient être, je dirais, menées pour pouvoir satisfaire chacune des cibles clients.
qui sont sur le marché. Voilà, donc faites confiance aux infrastructures locales et allez-y sans hésitation. Mais à chaque fois que je me rends sur le site de Raxio, notre partenaire qui nous abrite, je reviens entièrement confiant. Donc moi, je vais inviter tous ceux qui sont là de voir dans quelle mesure ils peuvent aller visiter, avec l'accord de M. Conon justement, aller visiter les installations de Raxio. Vous verrez en fait tout ce qu'il y a comme qualité, redondance énergétique. Vous allez voir en fait à quel niveau on se retrouve étant en Côte d'Ivoire. Une fois qu'on rentre à Raxio, j'ai toujours l'impression que je ne suis plus en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai visité d'autres data centers en Europe et c'est exactement les mêmes standards. Exactement. Une fois qu'on est dans le bâtiment, on ne sait plus qu'on est à Abidjan. Deuxième point, n'hésitez pas à même demander peut-être des POC, n'hésitez pas. Laissez-vous tenter et surtout faites-nous confiance, faites confiance au talent des Ivoiriens, faites confiance à notre technicité et puis tout ira bien. Merci. Je disais, l'innovation sans confiance est un édifice sans fondation et cette innovation de Claude Résident amenée par Ambra, en tant que régulateur, on va accompagner à tout ce qui est conformité et je peux vous dire que le train est lancé. Montons dans ce train pour un bien-être numérique commun. Merci. Nous sommes à